Ah, ok, je viens de voir, ouais. Non, je suis pas le censé dans les bonsoir, tout le monde est installé, tout le monde est assis, ça va? Yes. Bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Je m'appelle Gabrielle Brassard-Lecourt, je suis l'une des cofondatrices de Hublot Média qui organise la superbe soirée de ce soir à laquelle il y a beaucoup de monde, c'est super. Quoi vous dire, Hublot Média, pour ceux qui ne savent pas qui on est un très très jeune collectif de journalistes, photographes et vidéastes indépendants. On s'est créé un petit peu avant Noël et puis depuis 2-3 mois, ça fonctionne plutôt bien. On est un espace de travail collectif. Mais plus qu'un espace de travail, on est aussi un espace où on collabore ensemble, où on partage nos ressources, on partage nos contacts. C'est merveilleux. On vient tout juste d'emménager dans des nouveaux locaux qui sont situés sur la rue Partenay et Ontario, dans le chic centre-sud. Et puis, voilà, on est 3. Donc, il y a Benjamin Gébert qui est ici et Clémence Sirot dans le fond. Et on a tous nos merveilleux membres sont pas mal là ce soir, donc merci beaucoup. On trouvait ça intéressant d'organiser une table ronde ce soir sur le thème de l'engagement dans le journalisme indépendant. C'est quelque chose qu'on s'est nous-mêmes posé comme question en tant que journaliste. Et c'est pourquoi on a convié des panélistes chevronnés, oui, qui pourront certainement donner beaucoup d'opinions sur ce sujet. Avant de leur laisser la parole, je vais vous présenter, avant de laisser Mme Aymon, je vous la présente. Ariane Aymon, qui est notre animatrice de la soirée. Alors, elle est une journaliste indépendante, auteure. Elle a cofondé un magazine féministe important qui s'appelle La Vie en Rose. Elle a collaboré ça de nombreux médias, à Radio-Canada, Télé-Québec, la Gazette des femmes, Le Devoir. Elle a fait, et d'autres. Donc voilà, je pourrais vous faire une présentation d'au moins 2 heures sur sa vie, tellement elle a fait de choses. Mais comme on est là, plutôt pour discuter, allons-y. Donc la soirée va se dérouler. Mme Aymon va poser quelques questions à nos panélistes. Et ensuite, on fera une période de questions du public parce que l'idée, c'est aussi d'interagir avec vous. Et voilà, je ne vous gênez pas pour boire, manger. C'est une forme informelle que se tient cette soirée. Voilà. Je peux avoir un son. Est-ce que j'ai du son? Non. Ça serait bon. Une animatrice sans son, j'ai peu de son. Là, est-ce que j'en ai un peu? Oui, j'ai un peu pas mal de réverbération. Est-ce que ça va? Ouais. De toute façon, comme il n'y a pas de micro dans la salle pour vos questions dans la prochaine heure, il faudra parler fort. C'est un peu embêtant pour les gens qui nous captent au son et à l'image, comme la division communautaire de Concordia, parce que vos questions à ce moment-là vont être d'un niveau sonore un peu différent des réponses de nos amis. Alors, je vous les présente, sans doute en connaissez-vous l'une ou l'autre. Mais moi, je suis très contente d'être ici. Merci de cette belle invitation. Je sais que je remplace José Legault bien modestement, que j'admire. Mais ça me fait très plaisir de faire ça, justement pour une jeune entreprise comme Hublot. Moi, j'ai toujours cru à ça, les gens qui se mettent ensemble pour faire un journalisme engagé. Et ça me faisait très plaisir de
contribuer un peu à cette discussion. Donc, au centre, qui brille dans toute sa féminité, nous avons l'incomparable Émilie Dubreuil, que vous connaissez sans doute, qui a vraiment une belle trajectoire depuis une douzaine d'années, contractuelle à la Société Radio-Canada, mais avant ça, elle était à la presse, donc journalisme écrit, radio et télé. Pour moi, indélébile, Macadam Tribu, c'était une voix de Macadam Tribu que je suivais. Et maintenant, on la retrouve à la salle des nouvelles de Radio-Canada. Elle a aussi participé à l'équipe d'enquête. Donc, vraiment quelqu'un qui a bourlingué et l'a bien fait depuis une douzaine d'années. Bienvenue, Émilie. À ma droite, donc à sa gauche, nous avons Tim McSorley. Tim est rédacteur et coordonnateur national pour la Coop Média, qui est un réseau de médias communautaires. Autrement dit, il y a 4 sections locales de ce média communautaire qu'on dit aussi radicaux, qui sont donc en ligne, mediacoop.ca, 4 sections locales, Halifax, Vancouver, Toronto et Montréal depuis 2011, donc une présence sur le web très très importante, et de manière bimensuelle, une publication écrite qui s'appelle The Dominion, qui reprend des articles choisis parmi ce qui a été publié sur le web. Il est formé en journalisme, il a fait de la radio à CKUT et il est aussi impliqué dans plusieurs mouvements militants et communautaires, logement social, contre la gentrification, et il dit de lui-même qu'il milite dans le milieu du journalisme communautaire et radical depuis 2005. Je pense que le choix des mots est important, bonsoir. À l'extrême droite, ce qui est une vue d'esprit, ou à l'extrême gauche, Moïse Marcoux Chabot, bonsoir, bien connu sur la toile, documentariste, formé au fond autodidacte, une présence très assumée par un site et aussi sur Facebook, de nombreux articles. Des petites choses en commun, nous avons été au même cégep et à la même université, je me sens parenté tout de suite. Il a beaucoup voyagé, Pérou, Bolivie, il a fait du journalisme étudiant, mais il n'est pas formé en journalisme, et d'ailleurs il ne dit pas qu'il fait du journalisme, mais il se définit comme un documentariste. Il réfléchit, interview, monte présentement un film, L'ordre et les idées. Vous en avez très certainement entendu parler, dont une implication de documentariste rigoureux autour du G20 de Toronto et aussi une présence extrêmement assumée autour du printemps érable. Et il dit « Je suis ni neutre ni objectif ». Bonsoir Moïse, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Et notre dernier invité, non le moins, Pierre Sormani, que vous connaissez peut-être, qui a sévi longtemps à Radio-Canada, on peut dire ça comme ça. Disons que jusqu'en 2011, dans les années qui avaient précédé, il avait été rédacteur en chef, donc boss, comme on disait, de découverte, de médias, de branchés, de la Semaine verte et l'épicerie. Et il était en 2009 le directeur des émissions d'affaires publiques, télé, et responsable du module d'enquête et pour la radio et la télé à Radio-Canada. Il est aujourd'hui directeur de Vélo Québec Édition. Donc, il est retourné à l'écrit, qu'il avait déjà pratiqué. Donc, cette entreprise publie 3 magazines importants, Québec Science, Vélo Mag, Géo Plein Air. On a même un scoop ici, mes amis, le dernier Québec Science, qui a l'air bien beau, dont il est très fier. Mais un aspect
de sa trajectoire qui est intéressante aussi, c'est que Pierre enseigne le journalisme à l'Université Laval de l'Université de Montréal depuis 1965. Oui, écoute-toi, ça nous rajeunit pas, hein, comme on dit. Alors, chers amis, on a pensé leur poser à eux la question qui tue. Pour vous, qu'est-ce qu'un journaliste indépendant et en êtes-vous un? Alors, on va commencer par Émilie. Faut pas pointer dans le micro. On peut pas mettre ça. C'est lui. Ah, c'est lui. C'est lui de faire. Mais est-ce qu'on a besoin d'un micro? Est-ce qu'on a besoin pour nos 75 amis? Non, mais si tu pointes pas vers le parleur, ça va aller. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? C'est plus agréable un peu. Comme ça. Si je pointe comme ça. C'est tellement naturel. Je le dis même, ça va. OK. Non, c'est pire, hein? Non, dans 3 minutes, on scrape la technique. Non, faut pas, parce qu'il faut pas que le micro pour une suite avec. Ouais, c'est ça. C'était pas fait pour une table ronde de chez autres. Comme on va dire. Je peux m'installer. Vous pensez que c'est moi qui fais problème? C'est pas celui-là. Ben oui, c'est lui qui fait problème. Dès que tu fais un feedback, Ouais, c'est ça, je vais Je pointe vers toi. Vers moi. Ah, comme ça. Non, non, comme tu veux, mais quand tu veux. Genre, tu parles comme un pop star, puis tu mets ça à gauche. Comme ça, là, comme si je chantais une chanson dans un karaoké. Oui, moi je peux t'en Alors, es-tu, c'est pas un journaliste indépendant, il y en a. Je pense que ça va y aller. Ok, Ouais. il faut que. Mais pourquoi c'est moi qui ai gagné c'est moi qui commence. Parce que c'est moi qui décide. Parce que c'est complexe. Si vous demandez à mon comptable si je suis une travailleuse autonome, je suis une travailleuse autonome. Parce que, par définition, j'ai plusieurs clients. Est-ce qu'on entend le journalisme indépendant dans un sens philosophique ou dans un sens fiscal? Je dirais qu'on est aux deux. On est aux deux. Alors, au sens fiscal, oui, je suis un journaliste, une journaliste, pardon, indépendante. Au sens philosophique aussi, dans la mesure où le journalisme indépendant, c'est le choix d'avoir plusieurs clients et donc de vendre des sujets de reportage à des gens qui sont susceptibles de les publier selon nos intérêts. Contrairement, par exemple, à un salarié qui va être affecté à une émission selon le bon plaisir de la direction des affectations. Moi, j'ai décidé à un moment donné dans mon cheminement de carrière de dire, bon, moi j'ai envie, par exemple, parfois de faire de l'enquête. Je fais de l'enquête, je vends des enquêtes. Sinon, j'ai déjà fait du journalisme sportif parce que j'avais envie d'aller aux Jeux olympiques. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Si c'est des trucs de femmes, je vends en châtelaine. Si c'est des trucs différents, c'est-à-dire que je vais utiliser l'ensemble des médias selon mes intérêts propres. Et je pense que ça, c'est la définition d'une espèce d'indépendance d'esprit, de dire, c'est moi le boss, c'est moi qui ai les mains sur le volant et je décide qui va acheter finalement mes reportages. Alors oui, dans ce sens-là, je pense que je suis une journaliste indépendante. Donc la notion qui est la plus importante pour vous, c'est vraiment la question salariale et le fait que vous restez libre de choisir à qui vous allez vendre votre force de travail. C'est ça. Et votre intelligence. Très bien. Tim, est-ce que vous partagez cette définition du journalisme indépendant? D'un côté, oui, certainement. Je pense que être journaliste indépendant, c'est pas juste seulement du côté fiscal ou des salaires, parce que je pense qu'on peut être journaliste pigiste, mais qui fait tout leur travail pour presque un type de média ou une compagnie de médias, et que ça ne définisse pas un journaliste indépendant. Aussi, je suis complètement d'accord que c'est aussi d'avoir ce choix de choisir où écrire, avec qui collaborer et des sujets qu'on écrit.
Mais pour nous, à la coop et dans les métiers plutôt de médias communautaires dans lesquels je participe, il y a aussi l'idée d'une indépendance du poursuite de profit, de poursuite de redevances pour les actionnaires et aussi que les organismes peuvent être indépendants dans ce qu'ils cherchent à promouvoir et c'est en fait mettre le défi un peu au journalisme de status quo qui essaie de garder un journalisme qui appuie le status quo, mais un journalisme indépendant de l'autre côté essaie de pousser les choses plus loin. Et je pense que en fait, dans cet esprit, on pourrait même dire que les gens qui travaillent souvent pour les médias masses, les grands médias, sont aussi des journalistes indépendants d'un côté de leur esprit de ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a aussi pour moi cet aspect très important. En militant impliquant avec les radios communautaires ici à Montréal, il y a des gens qui sont salariés là et c'est un organisme. Et les gens qui participent là sont des bénévoles, ne tirent pas leur salaire de ça, mais qui se définissent comme étant des journalistes indépendants. À la coop, on travaille aussi avec des gens qui se diraient jamais journalistes, qui se voient clairement comme des militants dans les médias et avoir cette idée qu'ils sont journalistes, mais dans le fait à cause qu'ils pensent qu'il y a une idée d'objectivité qui est imposée. Je pense qu'on va peut-être parler de ça plus tantôt. Mais qui se définirait jamais, mais qui fait le même travail qu'on dirait que les journalistes indépendants font. Alors, parce qu'ils produisent de l'information, parce qu'ils le font de manière rigoureuse, parce qu'ils peuvent avoir un biais analytique. J'ai compris que chez eux, peut-être êtes-vous plus familière que moi, je l'étais il y a quelques heures, mais le biais qu'ils ont, c'est véritablement d'abord dans leurs articles, ils vont toujours interviewer les gens qui vivent la situation et font enquête terrain auprès des gens. Les décideurs, ça vient après. Autrement dit, la première parole qu'on va répercuter, c'est celle de la population qui vit la problématique dont on parle. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Et je pense, ce que vous avez dit à propos de la rigueur, je pense que ça, c'est une des choses qui est plus important que les idées d'objectivité ou neutralité, mais la rigueur qu'on met dans le travail qu'on fait comme militant médiatique ou journaliste pour assurer que les faits et ce qu'on apporte aux gens, c'est des nouvelles informations et qui apportent une rigueur et des informations qui peuvent aider les gens à faire des décisions dans leur vie, dans leur vie quotidienne, dans leurs choix politiques. Mais ce que je comprends de ce que vous apportez à la définition, c'est il y a comme un élément sans que ça soit de contestation sociale, mais il y a quand même radicaux dans votre manière d'exprimer le travail et les médias auxquels vous participez. Il y a la dimension transformation sociale dans votre implication journalistique. Oui, c'est ça. Et je pense pas que c'est ça, seulement ça qui définisse un journaliste indépendant. Mais pour moi, quand je me définis comme journaliste indépendant, c'est quelque chose qui est vraiment important et à cœur du travail que moi je fais. Et quand on parle à la coop du journalisme indépendant, c'est souvent ça, du mouvement qui n'est pas nécessairement si présent maintenant, mais le mouvement Indie Media qui a commencé au début des années 2000, cette idée d'avoir cet aspect de transformation. De transformation sociale. OK. Merci, Tim. Alors, Moïse, vous allez me dire que vous n'êtes pas un journaliste indépendant, étant donné que vous n'êtes pas journaliste, mais votre définition, vous, du journalisme indépendant, ce serait quoi? Pour moi, les proches du micro. Oui, donc d'abord dans le monde de l'information, des communications, pour moi l'indépendance relève de plusieurs plans. Une indépendance d'idées et d'esprit, donc on peut choisir les sujets desquels on va parler. Il n'y a pas personne qui va nous dicter aujourd'hui tu dois traiter de ce sujet, aujourd'hui tu dois aller à tel endroit rencontrer telle personne et tout. Donc l'indépendance de choix de sujet, de choix d'approche, comment est-ce qu'on va le traiter, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va prioriser comme sujet. Encore il n'y aura pas dans ma vision de l'indépendance, un rédacteur externe qui va nous dicter non, ça fait pas les manchettes, ça rend pas, etc. Donc on parle, de mon point de vue, on parle même pas de clients, parce qu'il n'y a pas de client qui dicte, ou je pense pas à des clients quand je choisis d'écrire ou de faire un documentaire ou de traiter un sujet.
Je le choisis parce qu'il me semble prioritaire, parce qu'il me semble important. Une indépendance d'outils, de moyens de production, ce qui n'a pas toujours été possible, puis ce qui n'est pas toujours facile non plus, mais c'est-à-dire d'avoir soi-même une caméra, ordinateur, enregistreuse, compétences web, quoi que ce soit, donc de pouvoir soi-même communiquer, transmettre, rediffuser ce qu'on a choisi de documenter. C'est une deuxième chose. On ne sera pas limité parce que quelqu'un, quelque part à la station, dit « Ben non, la caméra est déjà partie tourner Monsieur le maire » ou autre chose. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai souvent, ou les gens qui sont plus autonomes que moi ont souvent beaucoup plus d'indépendance que ceux qui travaillent dans des grosses boîtes comme Radio-Canada. Aussi surprenant ça peut se paraître. Indépendance de temps, parce qu'on peut choisir de consacrer 3 mois à un sujet. Et qu'on n'a pas un deuxième article sur un autre sujet qui doit rentrer demain ou 6 articles par jour à produire pour l'agence QMI ou quelque chose comme ça. Donc on peut vraiment décider, non, je le pousse jusque-là. J'ai l'indépendance de choisir l'énergie, le temps que je consacre à tel sujet. Est-ce que je me considère comme indépendant? Oui. Est-ce que je suis un journaliste? Je ne me considère pas comme un journaliste. De plus en plus, on me renvoie l'écho que ce que je fais s'apparente à du journalisme, et ça pourrait peut-être être une certaine forme de journalisme, ou un meilleur journalisme, un journaliste différent, peu importe. Tant mieux, c'est des gens qui considèrent ça. Moi, je me considère comme documentariste, c'est-à-dire que je fais le cheminement des... j'ai toujours eu une relation de profonde fascination pour le journalisme et en même temps de profonde critique envers le système des médias qui produit ce journalisme-là. Puis, je voulais faire du journalisme, je voulais pas fonctionner dans l'univers des médias tel qu'il l'est en ce moment, tout au moins des médias dominants. Et j'ai choisi d'aller étudier en sciences sociales plutôt qu'en communication, donc apprendre à comprendre les enjeux sociaux, les faits sociaux, plutôt que d'apprendre à comment en parler. Je me suis dit que ça pourrait venir ensuite, que c'était plus important de savoir les connaître. Donc, des sciences sociales, ensuite j'ai fait un cheminement vers le cinéma documentaire. Cinéma documentaire qui a depuis longtemps réglé la question de l'objectivité, puis que s'il n'existe pas, nous sommes subjectifs, nous parlons d'un point de vue qui est positionné, et si on, à partir du moment où on assume cette subjectivité-là, ben on peut accorder une certaine valeur au sujet dont on traite en assumant notre position. Donc voilà, je suis beaucoup plus confortable dans la position du documentariste que dans celle du journaliste. Merci, c'était très clair. Professeur Sormani, alors, j'imagine qu'à l'université, c'est des distinctions qu'on fait, journalisme indépendant, journalisme engagé, journalisme traditionnel. Je ne sais pas si on est rentré dans le débat du journalisme engagé, mais d'abord, je vais plaider coupable. J'ai été parmi les fondateurs de l'Association des journalistes indépendants du Québec, l'AGIC, et c'est un peu une usurpation de termes voulue et assumée. Je plaide coupable, mais je m'en confesse pas. À l'époque, on parlait de pigiste. Oui. Et il y a un petit côté dans le mot pigiste, c'est qu'on pige là où ça... Ouais. Il y a un petit côté un peu... On mange à tous les râteliers. On mange à tous les râteliers, tout ça. Et nous, on voulait pas avoir cette image du pigiste. On voulait avoir cette image de l'entrepreneur. Celui qui choisit ses contrats et qui choisit la façon dont il fait son acte. Et donc, on a... Non, je ne dirais pas usurpé, mais on s'est approprié le terme indépendant. Nous sommes indépendants, nous ne dépendons pas d'une entreprise de presse. Je dis que je plaide coupable parce que en même temps, il y a un côté usurpation, je ne le nie pas, parce que quand on regarde, j'ai travaillé aussi à la Fédération professionnelle, à un moment donné, on essayait de définir l'acte journalistique. Et à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'acte journalistique est défini par l'employeur, ce qui est absurde. C'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de tâches, écrire, éditer, mettre en page, faire du graphisme, etc., mais pour le compte d'un média. Donc, si vous faites ça pour le compte d'un média, vous êtes journaliste. Si vous faites ça pour le compte d'autres choses, vous n'êtes pas journaliste. Ce qui veut dire que quelqu'un qui couvre l'actualité culturelle pour le Journal de Montréal est un journaliste, mais quelqu'un qui couvrirait l'actualité culturelle pour Nuit Blanche, qui n'est pas un média, ne serait pas un journaliste. Et on trouvait ça un peu absurde, donc, que l'employeur définisse l'acte. Et quand on a essayé de définir l'acte, on s'est dit, quelqu'un est journaliste s'il couvre l'actualité pour le compte du public, indépendamment de tout autre intérêt. Et donc, on définit le journaliste au départ comme étant un geste indépendant. Si un journaliste travaille pour un intérêt autre que son lecteur, il n'est pas journaliste. Peu importe le statut que lui donne la Fédération. S'il est putain, il est
Excusez-moi pour je m'excuse par respect pour la profession. Mais en tout cas, bref, s'il se prostitue pour d'autres causes, c'est pas un journaliste. Donc, par définition, un journaliste, à mes yeux, est indépendant. Mais, bon, je suis d'accord avec Émilie, dans la mesure où, effectivement, à partir du moment où on a usurpé le terme pour définir les journalismes sans employeur fixe, comme on parle de gens sans domicile fixe, effectivement, on a regroupé cette réalité-là sur le thème indépendant. Mais effectivement, tout bon journaliste devrait être indépendant. Mais pourtant, on sait que dans ces intérêts que vous ne nommez pas, parfois, quand on est employé d'un média, on sait qu'on achète la ligne éditoriale. C'est vrai. C'est vrai. J'ai été un de ceux qui a beaucoup dénoncé l'illusion, je dirais pas objective, mais l'illusion de neutralité que les journalistes se donnent. À un moment donné, et là je vous raconte des choses, à un moment donné j'étais un des rares journalistes des 4, 5, 6, 10, je ne sais pas à travers le Canada, qui pensait qu'au Canada, on n'avait aucun problème de dette publique, alors que l'ensemble de la profession dénonçait la dette publique. Je n'étais pas seul dans ma gang, il y avait Linda McQuaid, il y en avait quelques autres. Mais pour moi, il y avait un biais majeur de la presse en faveur d'une thèse économique que je ne partageais pas et que je croyais erronée, pour des raisons purement objectives, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il faut bien réaliser que les journalistes ne sont jamais totalement indépendants d'un contexte politique, d'un contexte social, et de croire qu'on peut faire une analyse politique sans tenir compte de ces valeurs-là, je pense que c'est une illusion. Alors, à votre avis, d'être journaliste indépendant, de s'afficher comme tel, est-ce que ça donne une marge de manœuvre pour justement pouvoir s'impliquer, s'engager autrement en face du public dont vous dites qu'il est le seul objet de nos amours? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question-là parce que je ne la comprends pas très clairement. Mais ce que je dirais, moi, c'est que, bon, il y a deux choses. Quand on fait un acte journalistique, c'est-à-dire de traitement de l'actualité au sens très large, un traitement de la réalité, effectivement, il y a quelque chose dans ce que j'enseigne et ce que je partage qui est le vieil adage du facts and facts. C'est-à-dire que ce que je regarde, c'est pas mon opinion, c'est pas mon souhait. J'aimerais ça que les choses soient comme ça. C'est les faits. J'essaie d'être extrêmement fidèle aux faits. Si vous faites du reportage mais si vous faites de la chronique d'humeur et que vous êtes journaliste patent, c'est autre chose. Je parle, quand je suis un journaliste qui couvre une réalité, j'essaie de m'en tenir aux faits. Cela dit, effectivement, c'est très très difficile de choisir des faits sans avoir quelque part une grille d'analyse. Et je pense que la grande majorité des journalistes ont une grille d'analyse. Et la totalité des journalistes ont une grille d'analyse. Et je ne suis pas d'accord pour faire une distinction que malheureusement le conseil de presse fait parfois, que quand c'est la grille d'analyse que tout le monde partage, elle est objective, et quand c'est la grille d'analyse d'une minorité, elle est forcément biaisée. Tu sais, par certains des articles les plus éclairants que j'ai lus sur la situation internationale, et notamment, je mentionne un cas très précis, mais j'ai lu à peu près 2 mois et demi avant le coup d'État qui a essayé de renverser Hugo Chavez au Venezuela, une analyse dans l'autre journal qui expliquait toutes les mesures qui étaient en place pour renverser Hugo Chavez. Ça s'appelait Chronique d'un coup d'État imminent et qui annonçait presque heure par heure le scénario qui allait se passer 1 mois et demi après. J'étais à la salle des nouvelles de Radio-Canada à l'époque, une période un peu moins glorieuse. J'étais calme pendant une grève. Et donc, j'ai eu à couvrir ce coup d'État-là. Et j'ai pu le couvrir de manière intelligente parce que j'avais lu 1 mois et demi dans l'autre journal exactement qui étaient les acteurs et comment ça allait se passer. Dans un journal indépendant. Je mentionne simplement ça parce que l'autre journal est considéré par la majorité des journalistes comme un journal biaisé, de gauche, engagé, etc. Pour moi, l'information que j'avais dans l'autre journal et que j'ai encore dans l'autre journal
est souvent extrêmement pertinente. Ouais. Moi, j'ai une anecdote par rapport à l'autre journal, parce qu'on est en journaliste indépendant. Ils m'ont déjà piqué un article sans m'en parler, sans me demander. Ils l'ont publié. Et quand j'ai appelé pour dire, vous avez publié un de mes articles sans me demander la permission, on m'a dit, ben là, on l'aimait. On l'aimait. Alors, l'autre journal, je boycotte tout à fait, parce que quand t'es communiste, il faudrait quand même que t'aies la décence de demander la permission de propriété intellectuelle. Ça veut pas dire que même si t'es un journal indépendant et communautaire, Que tu as une éthique professionnelle. non, mais c'est ça, et que t'es surtout exempté d'en avoir une. Non, absolument pas. Mais est-ce que vous pensez... Non, il était outré que je puisse être fâchée. Il dit, ben là, tu sais, c'est l'autre journal, on n'a pas d'argent, puis j'ai dit, c'est pas ça. Je m'en ai même pas appelé pour me demander la permission de publier un de mes articles. Mais bon, on s'éloigne. Mais j'aimerais ça vous entendre, Émilie, là-dessus, sur cette question si mal posée aux yeux de M. Sormani. Est-ce que le journalisme indépendant laisse une marge de manœuvre plus grande en face de l'engagement social? Oui. Mais en fait, je pense que la question est tendancieuse, parce que moi, je crois que le journalisme par définition, ne doit pas rimer avec un engagement. J'ai donné pendant quelques années un cours à l'université, un atelier de journalisme, d'initiation au journalisme, et je disais, et pardonnez-moi la vulgarité, je commençais le premier cours et j'envoyais les étudiants sur le campus en disant « Ramenez-moi un sujet ». Et là, les étudiants partaient, inévitablement écrivaient un texte où ils ne me parlaient que d'eux-mêmes. Alors, avec le je. Et il me disait, il me faisait beaucoup de morale, genre, au sepsum, on mange bien, puis c'est important d'avoir un équilibre de vie, ce qui peut être un engagement social. Et j'écrivais au tableau, première leçon du journalisme, je m'en crisse. Sortez de votre nombril, et le journalisme n'est surtout pas du militantisme. C'est pour ça que j'aime beaucoup que Tim emploie militant médiatique, ou Moïse, c'est Moïse qui a dit ça, je sais pas. Non, je crois que le journalisme, j'ai sur mon bureau la fameuse et célèbre phrase d'Albert Londres qui dit « Notre métier n'est ni de nuire ni de plaire, mais de mettre le doigt là où ça fait mal ». On n'est pas dans une activité de militantisme, mais dans une activité de témoignage. Nous sommes témoins d'histoire. On a un engagement de facto. Moi, j'ai fait fermer par une série de reportages, et je suis très, très fière de ça, une cure de désintoxication de l'église de Scientologie, où on arnaquait des gens, on leur chargeait 50 000 $ pour les mettre dans un sauna pendant 1 mois. C'était absolument épouvantable ce qui se passait là. Et en plus, cet organisme-là était dans toutes les écoles du Québec et donnait des cours sur la toxicomanie aux enfants québécois. Alors, j'ai dénoncé ça, j'ai dénoncé le laxisme des commissions scolaires, j'ai dénoncé le laxisme du ministère de la Santé. Ça a donné une commission d'enquête, une nouvelle loi pour encadrer les cures de désintoxication. Bien sûr qu'il y a un engagement comme journaliste de dire je vais dénoncer des trucs où des gens sont victimes et où des instances politiques ne prennent pas leurs responsabilités. Mais j'ai très peur du journaliste qui confond le militantisme et l'activité journalistique. Ce ne sont pas la même chose, et je déteste me faire dire quoi penser par d'autres journalistes, alors j'essaie de ne pas le faire moi-même. Tim, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous qui dites que vous militez comme dans votre métier? Quelle définition vous feriez de ce militantisme-là? Je pense que je suis en fait d'accord dans l'idée de c'est quoi le journalisme, c'est que ce n'est de ne pas mettre ses priorités devant les autres. Et pour moi, militer dans le milieu du journalisme communautaire, c'est plutôt de militer pour un journalisme qui est produit autrement, pas nécessairement dans le fond de comment on fait la recherche, on fait nos reportages, mais simplement d'à qui on parle.
et faire des entrevues, mais aussi dans nos poursuites de commandes, les organismes sont fondés. Comme à la Coop Média, je pense que moi, l'idée de militer là, c'est parce qu'on essaie de faire quelque chose autrement, être coopératif. On n'est pas en poursuite de profit, mais plutôt de assurer qu'on a l'argent pour payer les ressources pour des journalistes et que comme coop, les abonnés, les lecteurs et lectrices sont les membres et c'est à eux qu'on doit On est entendre. redevable. C'est ça. Et c'est eux qui financent finalement C'est le ça. journalisme que vous faites. Oui. C'est pas une autre entreprise, c'est les membres qui sont membres de la coopérative. C'est comme ça que vous financez, vous payez votre Oui. Mais vous faites aussi un journalisme ouvert. Oui, c'est ça. Alors, on a une petite partie de notre argent qui vient des publicités, mais c'est à peine 20% de ce qu'on prend. Alors, la plupart, ça vient de nos membres. Et aussi, oui, c'est publication ouverte. Alors, nous aussi, on pense que on crée une place de discussion et une place publique pour des gens qui se définissent pas nécessairement comme journalistes, mais qui vont dans des manifs, qui participent dans les mouvements communautaires, mais qui ont une histoire partagée. On ne dit pas que c'est nécessairement le journalisme clair, dans le sens qu'il y a des gens qui sont biaisés, qui ont leur propre agenda et parlent de leur place comme étant impliqués dans quelque chose. Mais je pense qu'il y a une place de ça dans la sphère médiatique et quand on parle du journalisme indépendant. Mais pour nous, ce qui est vraiment important et ce qu'on vise dans les revues, certainement, c'est un journalisme qui, comme Emily disait, ne parle pas de nous, mais qui essaie de trouver l'information et d'éclaircir des enjeux qui sont importants pour des gens. Pour nous, on a notre propre petite histoire. On est sorti avec un numéro spécial sur les enjeux des sables bitumineux 6 mois avant n'importe quel grand média en parlait de ça. Et pour nous, ça est venu en fait d'un fait qu'il y avait des gens impliqués qui, dans une partie de leur vie, sont des militants environnementalistes, mais que je demanderais à n'importe qui de vérifier ces textes pour assurer que les faits, on a fait du fact-checking et c'est pas nécessairement à cause de notre engagement que les textes sont biaisés, mais ça nous a poussé dans cette direction pour faire quelque chose sur ce sujet. Alors je partage les opinions, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de places où ça peut travailler ensemble qui ne donne pas nécessairement un journalisme qui est un journalisme de nombril ou qui regarde juste sur soi. Ben, au fond, les précisions que vous apportez, c'est un journalisme militant, comme vous le pratiquez dans ces médias communautaires-là, ne font pas abstraction des règles de rigueur, de recherche, de Fidélité aux faits. Fidélité aux faits, comment on dit ça, redevable au public, donc limpide, clair, toutes les vertus au fond d'un journalisme bien fait. C'est ça, parce que je pense pas que ça nous aide ou aide les autres si on invente des choses, si on partage des informations qui sont fausses, ou aussi qu'on ait seulement l'opinion. Ça, c'est une des choses aussi qu'on trouve vraiment importante, que c'est pas juste une idée qu'on reprend les textes des autres ou les idées des autres et mettre notre opinion là-dessus, mais que le journalisme, c'est vraiment de chercher de nouvelles informations et de les partager. Moïse, je veux vous entendre comme documentariste. Vous avez pratiqué une façon de diffuser de l'information documentée. Est-ce que vous trouvez que l'idée d'objectivité, parce que vous y allez clairement, moi je suis pas neutre et je ne suis pas objectif. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter avec cette idée au fond de subjectivité que vous mettez de l'avant? Pour ma part, je pense que le fait d'assumer cette subjectivité-là, cette position-là que j'ai dans l'univers médiatique, dans l'univers social, est la première étape pour qu'ensuite, ce que je produis comme texte, comme vidéo, comme autre chose, puisse être intéressant, puisse être perçu pour ce qu'il est. Quand on présente des textes qui sont super situés, qui sont produits dans un univers extrêmement commercial, qui dépend des publicités, qui dépend d'un rythme infernal,
de production comme étant du journalisme. Ça me laisse toujours un petit peu pantois. Ça peut produire du journalisme, mais c'est pas parce que ce système-là produit des textes que ce que ça produit, c'est du journalisme. Ou c'est pas toujours nécessairement de l'excellent journalisme parce que c'est du mainstream. C'est ce que vous dites? Non, ça. Je pourrais aller plus loin que ça d'ailleurs. Il y a des. On est entre nous. Allez-y. L'idéal du journalisme de s'en tenir au fait d'apporter un point de vue qui est neutre, qui n'est pas influencé par ses propres préconceptions, qui a pour priorité l'information du public, je le trouve admirable. Puis dans mes activités personnelles, je tends vers ça aussi, je crois. C'est quelque chose que je vois vraiment pas assez souvent, malheureusement. Puis beaucoup plus souvent, ce que je perçois, c'est ces fausses excuses qui sont de dire oui, mais on présente les deux côtés de la médaille. Pour moi, la marge de manœuvre, c'est de pouvoir prendre la médaille, de dire d'abord qu'elle a plus que deux côtés, dire qu'elle a été forgée quelque part, qu'elle est portée par quelqu'un, puis que celui qui nous la met dans la face a peut-être un intérêt de la mettre dans la face. Les deux côtés de la médaille, pour moi, c'est un concept absolument vide qui veut rien dire, c'est une fausse neutralité. Puis avoir la marge de manœuvre d'aller au-delà de ça, puis de pas seulement rapporter, de pas seulement prendre le centre tel qu'il nous l'est présenté, regarder un peu à gauche, regarder un peu à droite, suivre un peu à gauche, suivre un peu à droite, puis représenter ça. Pour moi, c'est une marge de manœuvre qui est intéressante, puis qu'on retrouve davantage chez les journalistes indépendants, autonomes, alternatifs. D'accord. Émilie, vous voulez répondre à ça? Ouais, je trouve ça super intéressant. C'est sûr que d'avoir une profondeur, c'est une chose. Ce que je trouve dangereux dans l'engagement, de faire rimer engagement et journalisme, c'est la tendance, c'est-à-dire d'avoir un point de vue, presque un point de vue dogmatique et de dire on va faire triompher un peu comme dans les belles heures du catholicisme, le bien. Alors on dit, puis au Québec on est une société très unanime, alors on a souvent pas mal toute l'opinion que c'est beau à gauche, tu sais, que c'est plus beau à gauche qu'à droite. Et il y a 2 ans... Les dernières élections ont tendance à nous dire enfin, que c'est en train de changer. Il y a 2 ans, je suis à Saint-Valentin. Et il y a un projet dans le village de Saint-Valentin, avant la Saint-Valentin. Et c'est le village qui se targue d'être le village de l'amour au Québec. Il y a un projet d'éolienne. Et il y a une manifestation anti-éolienne. Et il y a beaucoup de monde qui sont là, des militants écologistes et tout ça, qui font une manifestation contre l'implantation d'éoliennes. Dans mon reportage, évidemment, j'avais des gens qui manifestaient et j'avais des agriculteurs qui, eux, étaient très heureux d'avoir des éoliennes chez eux parce que ça allait leur rapporter tant d'argent pour tant d'années. Alors, le lendemain, j'ai eu une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada, une longue plainte rédigée par un professeur d'université, quelqu'un d'hyper scolarisé qui connaît bien les médias, en disant que la journaliste, moi-même, avait failli à l'engagement social en disant « c'est mauvais les éoliennes, il ne faut pas faire ça, c'est contre le bien commun, alors il ne faut pas donner la parole à ceux qui sont pour ». Et c'est tout là, je trouve que cette anecdote-là résume bien l'écueil et la dangerosité de l'engagement, c'est-à-dire qu'on va finalement décider c'est quoi qui est bon dans l'histoire. C'est de l'évangélisation, tu sais, on dit voici ce qu'il faut penser, ceci est bien. Il trépigne et je sens que Moïse aussi. Oui, alors, mais moi je voulais... C'est correct. Non, je trouvais que ce que Moïse disait était intéressant parce qu'effectivement, le journalisme d'équilibre, on donne la parole à gauche, on donne la parole à droite, on donne la parole au centre, pour moi c'est du très mauvais journalisme. ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Des fois, il arrive que des gens ont raison. Il y a des fois que les faits appuient d'un côté. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Moïse, que c'est quelque chose à bannir. Mais, pour aller dans le sens de ce qu'Émilie voulait dire, je me rappelle d'avoir eu des débats avec un ancien collègue, aujourd'hui à la retraite, et probablement pour le mieux, qui était un militant de l'environnement parmi les premiers, tout ça, et qui me disait, comme journaliste, on a le devoir de sensibiliser les gens.
à l'écosystème, à la sauvegarde des lacs. Et donc, pour lui, ça faisait partie de la mission sociale des journalistes. Et moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, et là, c'est le prof qui parle, c'est que le jour où la presse se donne un rôle d'éducation sociale, que ce soit lorsqu'on a créé les RIR, il fallait éduquer les Québécois à faire de l'investissement et à la bourse. Quand on a fait de l'environnement, il fallait éduquer les Québécois au bienfait de sauver les écosystèmes. Ensuite, quand on a fait de la science, il fallait éduquer les Québécois à l'importance de la science. Dès qu'on se donne des missions d'éducation, on rentre dans la propagande sociale. C'est ce qui tue la presse dans les pays du tiers-monde, parce que les gouvernements donnent aux journalistes des missions d'éducation sociale. Et le jour où tu fais de l'éducation, tu cesses de regarder, de faire du journalisme, de regarder ce qui marche pas. Et donc, pour moi, l'engagement numéro 1 du journaliste, c'est pas pour des causes, c'est vraiment pour faire ressortir là où ça fait mal. D'accord. Alors, c'est votre définition de journalisme engagé. Avant de passer à vous, je vais demander à tout le monde. Moïse, voulez-vous réagir à ça? On peut continuer. Alors, moi avant, parce que je sens qu'on va avoir des questions de la salle. Donc, le journalisme engagé, c'est vraiment la définition pour vous d'Albert Londres. Oui. Le journalisme engagé, pour vous, ce serait quoi, Tim, si vous aviez à dire, moi, je considère que le journalisme peut être engagé ou ne le doit pas. Ce serait quoi la fine ligne? C'est parce que je pense pas que le journalisme doit être de propagande. Je pense que ça n'est pas d'un côté de l'autre. Alors dans l'idée de l'éducation sociale où on faut éduquer les gens de seulement d'être d'accord d'un côté ou l'autre, je trouve que c'est problématique. Mais en même temps, je pense qu'on utilise le mot engagé des fois et cette idée d'éducation pour, et je dis pas qu'on fait ça ce soir, mais pour excuser les grands médias de ne pas pousser plus loin. Et je pense pas qu'on devrait peur de cette idée de la journalisme engagé et du fait qu'on n'est pas objectif, qu'on a nos grilles d'évaluation, comme on disait, et de choisir ce qu'on poursuit, ce qu'on écrit. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être journaliste indépendant. Mais je pense que on souvent dit que engagé, en anglais on dit slippery slope, je sais pas en français, mais c'est l'idée qu'on commence à un point et éventuellement ça va devenir quelque chose d'autre. Pente glissante. Et je ne pense pas que l'engagement c'est nécessairement une pente glissante. Je pense qu'on peut le faire d'une façon, mais il faut se connaître soi-même et de questionner nos propres et reconnaître ça. Pas juste que tout le monde est subjectif, alors moi je peux être le plus subjectif que je veux être, mais qu'il faut que je me demande que moi je viens d'une place et j'ai mes propres opinions et ce que je tiens pour être vrai, mais de me questionner quand même parce que je dirais qu'à un moment j'aurais été cette personne qui disait les éoliens sont problématiques, on ne peut pas donner les deux côtés, mais j'ai identifié ça dans moi-même comme étant un problème quand je fais le journalisme parce qu'on peut prendre ces choses comme étant données. Et je pense que l'engagement, ça ne veut pas dire qu'on fait ça par défaut, mais plutôt qu'on essaie de pousser plus loin. Peut-être c'est plus le journalisme de profondeur, mais je trouve que dans les grands médias, c'est ça le terme qu'on devrait utiliser, mais on l'utilise des fois pour essayer de repousser les journalistes qui se voient plus engagés. Il y a, de toute façon, c'est clair, une dichotomie, et c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, il y a des pentes glissantes. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, Tim, c'est que au fond, si on fait du so-called journalisme engagé, l'idée principale, c'est de dire d'où on parle. Qui sommes-nous? Qui suis-je pour dire cela? Et quand on veut faire du véritable journalisme, on est même prêt à remettre en question les doctrines de l'endroit dont nous parlons. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant que vous allez apporter. Cher Moïse, journalisme engagé, ça ressemble à quoi pour vous, si on avait à laisser ça en facture avant de passer à notre première question de la salle? La question d'engagement, on l'a posée souvent à Pierre Falardeau, documentariste, cinéaste, puis il répondait à chaque fois en riant « Moi, je suis pas engagé, il n'y a personne qui m'engage. »
On ne peut pas parler du journalisme engagé au Québec ou de l'engagement en journalisme sans parler de la concentration de la presse. On vit un phénomène de concentration de la presse qui est incroyable. Et les entreprises de presse qui engagent, les employeurs, les producteurs de médias, les producteurs de contenu, ne se présentent pas comme tels. Bon, la net évidemment dans leur rapport annuel, puis c'est relativement connu, mais il n'y a pas cette présentation-là de dire voilà, nous écrivons sur tel sujet, en passant, ça fait aussi partie de notre entrée médiatique. Donc de ce point de vue-là, le journalisme désengagé, c'est beaucoup plus, selon moi, ça caractérise ce grand journalisme-là commercial, ces grands mondes des communications, ces grands mondes des médias qui prétendent ne pas être engagés alors qu'ils le sont très bien. Ça, c'est intéressé. Voilà. Donc, moi, la question, qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Ça veut dire, je me pose plutôt la question, qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'engager? Quand on est un journaliste, qu'on fonctionne en parallèle, à l'intérieur ou en compétition avec un de ces univers médiatiques-là, ces empires médiatiques-là, ne pas s'engager, c'est rester dans son confort, puis continuer à traiter des sujets qu'on nous dit de traiter. Continuer à pas dire ce qu'on sait qu'il faut pas dire, puis continuer à ne pas poser les questions qu'on sait qu'il faut pas poser. Ce qui est tout le contraire de ce qu'on a défini tantôt comme étant mettre le doigt dans le bobo. Et je pense que s'il y a beaucoup plus de journalistes qui mettaient les doigts dans les bobos au Québec, on aurait quelque chose qui ressemble plus à du journalisme, puis moins à de la courroie de transmission relationniste. Mais oui, mais cela dit, il y a eu du bon journalisme depuis 3-4 ans. C'est pas une question de médias indépendants, médialement, c'est une question de paresse intellectuelle de part et d'autre. Je connais beaucoup de indie journalistes qui n'ont aucune originalité et aucune liberté d'esprit. Et beaucoup de journalistes qui travaillent pour des grands médias et qui ont beaucoup d'indépendance et de force de recherche et qui en sortent du sujet, qui mettent le doigt sur le bobo. Mais on a vu aussi des empires journalistiques, pour ne pas le nommer, le Journal de Montréal. Même... On parle du journal. On pourrait en parler, ça serait fun. Mais tu sais, moi j'ai animé des choses à la FJQ où est-ce des journalistes étaient là pour dire qu'on leur commandait des articles pour faire mal aux concurrents et véritablement c'était de la désinformation, c'était du coulage de réputation et les journalistes refusaient de signer ces papiers-là. Très souvent. Peux-tu me faire une confidence? Oui, allez donc. Mais ça sort pas d'ici. Quand je suis allée l'année dernière, j'ai décidé que j'avais envie de vivre d'autres choses, puis je suis allée travailler au Journal de Montréal. 5 petits mois. 5 mois. Et ça s'est terminé le jour où mon patron immédiat, j'avais obtenu une entrevue avec un groupe anarchiste après le petit attentat dans le métro. Et il me dit ouais, c'est bon ton papier, mais il manque d'experts. Il dit tu devrais appeler le gars d'InfoSect. Oh my god! J'ai dit pourquoi InfoSect? Les anarchistes, c'est une secte. C'est hors sujet, mais je savais Et tu veux vraiment pas que ça soit cité, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ok, Pierre, donc moi je pense que à partir de maintenant, la parole est à vous. Vous avez le droit de faire des commentaires, vous avez le droit de diriger des questions. Si vous voulez parler dans le micro pour que ça soit capté par l'électronique, allez-y. Monsieur nommé. Oui, Philippe Landry. Êtes-vous journaliste, monsieur Landry? À mes heures, j'ai déjà fait du journalisme. Ah, vous avez fait. OK. Le journalisme est dans une grosse crise, je dis la désinformation, mais aussi souvent, et c'est peut-être encore pire, le fait d'agir comme des perroquets, tout simplement de répéter quelque chose qui est dit ailleurs. Mais je pense que ce qu'on appelle, tous les quatre, je trouve ça bien parce que tous les quatre, vous avez un style différent. Une couleur. Une couleur différente, ouais, exactement. Mais ce qu'on appelle mettre le doigt sur le bobo, c'est peut-être tenter de faire sortir la vérité, ou du moins s'y approcher, parce que dans bien des cas, c'est possible. Dans d'autres cas, je trouve le cas des éoliennes, c'est un bel exemple, qui est justement peut-être de faire ressortir la dialectique en question, qui est c'est de l'énergie renouvelable, mais c'est pas parce qu'elle est renouvelable qu'elle n'est pas sans impact. Et à ce moment-là, c'est
de réussir à faire sortir ce problème dialectique-là qui est l'essence peut-être de faire un bon article. Et à ce moment, peut-être qu'à ce moment-là, la personne vous aurait reproché de donner la parole à tout le monde parce qu'il y a vraiment, comme c'est le cas des barrages hydroélectriques ou comme c'est le cas du développement humain en général, un problème dialectique. C'est-à-dire qu'on y voit du bon, mais ça génère toujours aussi, c'est le cas de l'informatique, c'est le cas de bien des choses. Et on ne peut pas dire qu'il y a une vérité. Mais il y a des cas où il y a une vérité, évidemment. Et ça, on a beaucoup... Dans le fond, le journaliste devrait tenter d'amener la vérité. Et s'il est incapable de le faire, probablement parce qu'il y a un problème dialectique, son article devrait le montrer que, justement, il est incapable. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Ouais, mais il y a tellement d'articles qui sont... en tout cas, je ne sais pas comment on peut se guérir de ça, mais je trouve que le journalisme en général est une crise. Je vais juste donner un exemple. Je suis allé 4-5 fois jusqu'à présent parler, que ce soit aux sciences municipales d'Outremont ou ailleurs, du fait qu'à mon sens, ça ne fait pas sens que le recteur de l'Université de Montréal soit à la tête d'un projet immobilier de 2 milliards de dollars qui est la gare de Triage. J'ai eu beau en parler, des fois on m'a coupé, on m'a dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de dire le mot... parce qu'à l'époque où c'était encore avec Catania, le mot... Il y a tellement de mots qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire le mot mafia en séance de conseil, on n'a pas le droit de dire le mot corruption, on n'a pas le droit... Alors, on se fait couper, on a 90 secondes pour parler. Il y a une autre place où on m'a dit, ce que vous venez de dire ne ressemble pas à une question, mais ressemble à une opinion, mais on m'a coupé la parole. On m'a dit, ce soir c'est des questions, le prochain soir ça sera des commentaires, l'autre soir d'après ça sera des opinions. Alors c'est très compliqué, il y a un procédé pour vous couper la parole, là, qui est, la langue de bois est absolument terrible. Et au lieu de me trouver un bon journaliste pour m'aider, ben, le seul fait d'être un des seuls à oser un peu attaquer ou ébrécher Guy Breton, on m'a dit, veux-tu faire du journalisme pour le journal d'Outremont? C'est fort que moi, je suis le seul fou pour amener le sujet, donc on m'offre de devenir journaliste. Et je me dis, il y en a assez, il me semble qu'il y en a d'autres qui devraient couvrir ça. Il y a cette idée d'aller aussi à contre-courant des idées reçues, comme travail du journaliste, de creuser autre chose que le ronron ambiant. Oui, allez-y, nommez-vous. Est-ce que vous êtes... Vas-y, pas super. Laissez. Allez-y, approchez-vous. Je pense qu'on a un peu de jus encore. Alors moi, mon nom c'est Annabelle, et puis je fais partie des membres de Hublot Média, puis je travaille aussi, je suis bénévole à la radio de CQT, puis je me demande en fait comment on peut être journaliste indépendant en étant engagé, parce qu'on est engagé, on s'enligne, on s'oblige finalement à suivre notre engagement, et par exemple à CQT, il y a le mandat d'aller chercher de l'information qui n'est pas couverte par les autres médias, donc en s'obligeant à aller toujours chercher une certaine strate de la population ou en s'obligeant à toujours sortir des cadres, on finit par ne plus être indépendant d'après moi parce qu'on s'oblige à suivre une direction qui est de sortir des cadres, d'aller toujours vers la gauche ou bon. Donc je ne sais pas si tu peux m'expliquer comment être indépendant et engagé. C'est quoi la question? Comment un journaliste indépendant peut être engagé à la fois? Si on s'engage toujours dans une même direction, on a notre engagement. Mais être engagé, est-ce que ça veut dire de creuser? Ça, c'est partisan. Je pense que la manière dont on a parlé du journalisme ce soir, même engagé, c'est pas nécessairement un engagement partisan où on s'en va toujours creuser la même chose. C'est un engagement plus large et au plan politique, c'est au plan redevable à la collectivité, à la communauté. Moi, j'aurais aimé ça qu'on discute de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Ça veut dire quoi, le journalisme citoyen? Mais Pierre, vous voulez répondre à ça? Je voudrais, parce que je pense que j'identifie pas dans ce que tu présentes, j'identifie pas un problème. Si je suis journaliste sportif, par exemple, si je couvre la scène sportive, c'est sûr que je couvre le sport. C'est le créneau qu'on me donne. Et bien sûr, je ne couvre pas la commission Charbonneau, je fais du journalisme sportif. C'est une spécialité. Qu'un média communautaire décide que la commission Charbonneau, c'est couvert par les grands médias,
que la politique, c'est couvert par les grands médias, que le maire Applebaum est couvert par les grands médias, et qu'il y a plein d'autres sujets qui sont pas couverts et qu'on va se donner ce créneau d'aller là où les autres vont pas. À mon avis, c'est une stratégie. Et bien sûr, quand vous faites ça, vous ne couvrez pas le Canadien. Quand vous faites ça, vous ne couvrez pas le Cercle du Soleil. Mais c'est un créneau de couverture. À mon avis, ça ne vous empêche pas de faire du bon journalisme et faire du journalisme intelligent, de fond et autonome. Là. Donc pour moi, la question de créneau n'a rien à voir avec est-ce qu'on est un bon journaliste. Donc c'est pour ça que je trouve que votre exemple est moins pertinent. Mais au fond, ce dont on parle, c'est de la diversification des sujets. C'est que oui, dans l'ensemble des médias mainstream, tout le monde parle de la même chose. Qu'il y ait des médias alternatifs ou autres. J'aimerais juste, moi, peut-être profiter du fait que j'ai le micro pour ajouter une capsule d'optimisme. J'étais optimiste. C'est que c'est vrai qu'il y a des journalistes paresseux. Il y a des journalistes qui ne sont pas paresseux, mais qui sont aussi conscients de leurs intérêts économiques et qui trouvent que c'est bien payant de faire du journalisme qui plaît à tout le monde. Et c'est de la relation publique, mais si ça paye, il y a des gens qui aiment ça faire de l'argent. Et donc, il y a toujours eu ça. Quand je regarde les journaux des années 50, 55 et le début des années 60, et je les compare avec les journaux d'aujourd'hui, c'était infiniment plus médiocre à l'époque que c'est aujourd'hui. Infiniment. Et je pourrais même dire que quand j'ai écrit la première édition de mon livre, Le métier de journaliste, en 90, c'était beaucoup moins bon et j'étais beaucoup plus noir et sévère sur le jugement que je portais sur le journalisme à l'époque que celui que je porte aujourd'hui à la 3e édition du livre. À mon avis, il y a encore des paresseuses et des profiteurs et des vendus et des gueulards, mais il y a beaucoup plus de journalisme critique, de fond et à la Albert Londres aujourd'hui, des journalistes de courage qu'il y en avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et donc, on est en crise financière par ailleurs, oui, mais sur le plan du journalisme et des valeurs du métier, je pense qu'on est plutôt dans une belle période. Mais, en fait, allez-y, levez-vous, et je vais aller à vous. Juste finir là-dessus, je pense que tu viens de toucher, je pense que l'engagement journalistique, s'il y en a un, c'est de s'engager vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de nous-mêmes, de trouver des histoires et de ne pas gober des communiqués de presse et de ne pas être dans le troupeau de moutons constamment et d'avoir une liberté d'esprit fondamentale de poser les bonnes questions. Donc de sortir du babil qu'on entend constamment partout et qui va bien en dehors du journalisme, dans les variétés, les émissions de variétés. On entend toujours la même affaire. Donc ça, c'est un engagement, je crois, fondamental du journalisme. Et ici, oui, vous allez chercher ce micro-là, madame. J'ai mon chapeau de journaliste, une seconde. Simon Van Vliet de CISM. Moi, je sais pas si on y touche, là, la question de l'indépendance du journalisme. Pour moi, elle est beaucoup dans le choix des sujets, oui, mais le choix des sources. Puis, quand on prend un média institutionnel, un média d'État comme Radio-Canada, et qu'on le compare à un média indépendant, autonome comme un média Coop, par exemple, quand on arrive devant des événements comme il y a eu vendredi dernier, comme il y a eu le vendredi précédent, où la police arrête une manifestation avant même qu'elle commence, en donnant des prétextes, une espèce de blabla juridique très discutable, on voit les journalistes, puis là je dis Radio-Canada, mais la couverture de Radio-Canada le soir du 15 mars, j'ai pas compris comment le journaliste sur le terrain pouvait ne pas interviewer personne des manifestants, puis juste interviewer... Le vendredi précédent, le 15 mars. Contre la violence policière. Donc, parce que vendredi, c'est moi qui l'ai ouvert à ma vie. Oui, ben je sais pas, en direct. Le sens de mon commentaire, de ma réflexion, c'est de dire quelle indépendance on a comme média d'État pour dire le message de la police, c'est de la bullshit. Est-ce que je peux corriger quelque chose? Radio-Canada n'est pas un média d'État.
C'est une télé publique. On n'est pas dans C'est pas une télé d'État. d'accord. Ça n'a rien à voir. On n'est pas au Cameroun. Excuse. Hein? Cela dit, Radio-Canada a généralement offre aux autorités publiques, aux autorités policières en particulier, comme la plupart des médias commerciaux ou traditionnels, la voix prépondérante dans la couverture d'événements comme les manifestations dites violentes. Alors, ma question, c'est quelle liberté est-ce qu'on a comme journaliste à Radio-Canada ou à la presse ou au Journal de Montréal de dire le message du chef ou de Yann Lafrenière ou du porte-parole du SPVM, dans le fond, on va le passer en dernier. Là, on ne le mettra pas au top de notre affaire, puis on va le mettre à la fin. Puis, on va prendre le communiqué de SOVP, puis on va le mettre au top. Est-ce qu'on peut faire ça comme journaliste? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi? Parce que je veux évangéliser mes auditeurs, leur dire la police est méchante et les manifestants sont gentils. Non, mais juste pour... Non, mais c'est parce que c'est une compréhension totalement bancale que tu as de l'information. Dans ta question, il y a toute une pensée sous-jacente qu'on devrait, dans le fond, évangéliser le bon peuple et lui dire quoi penser, puis mettre, selon l'ordre de ton importance, la police en dernier parce que toi, tu n'es pas d'accord avec l'agissement de la police. Or, moi, ma job, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Ce n'est pas de choisir. Et en plus, ça, puis là, les manifestants, dans la crise du printemps érable et dans les manifestations qu'on a connues, il y a beaucoup de manifestants qui s'en prennent à nous, qui nous engueulent constamment en nous disant « Mais pourquoi vous faites parler la police, vous, médias de masse méchants? Pourquoi vous faites parler la police? C'est pas objectif, parce que c'est nous qui avons raison. » Ben, le problème, c'est que c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de dire, voici, il y a 200 personnes qui ont été arrêtées, et après ça, philosophes dans les universités, militants, vous allez avoir l'information pour aller dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Moi, je n'ai pas à prendre parti. Et non, il n'y a personne je ne vais pas demander à mon red chef de dire, ben, on pourrait-tu skipper la clé de la police si je ne suis pas d'accord? Alors, c'est comme si tu me disais, il y a des militants pro-vie. Il y en a des militants pro-vie. Est-ce que je suis d'accord avec les militants pro-vie? Non. Est-ce que je vais quand même diffuser une clé d'un militant pro-vie s'il dépose un projet de loi? Oui. C'est pas le sens de mon commentaire. Je vais juste répondre parce que dans la structure d'un article traditionnel, on a ce qu'on appelle la pyramide inversée. Ce qui est le plus important au début, ce qui est négligeable vers la fin, ça peut sauter. La quote du porte-parole de la police, elle ira jamais à la fin. C'est pas vrai. La quote... C'est pas vrai. Si elle-t-il intéressant d'avoir à la fin? C'est pas ce que j'ai observé de la couverture médiatique. Réobserve. Parce que c'est mal observé. OK. Alors, il y a une question de perception ou une question d'analyse. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vraiment observé. On pourrait dire aussi que l'agence 728, c'est quand même Radio-Canada qui l'a sorti. Là. On n'a pas tout à fait été du côté de la police. Et je dis on, là, je suis plus à Radio-Canada, là, mais... OK. Moi, j'ai Madame, monsieur, allez-y. Ouais, moi, je m'appelle Clara, en fait, je suis pas vraiment journaliste, je suis stagiaire à la sécurité, mais c'est vraiment mes débuts. Mais vous avez le droit de parler quand même. Voilà. En fait, justement, ça m'interroge pas mal parce que on parle d'engagement et de journalisme, et je me demande si pour vous, les journalistes, ils ont le droit, ou alors est-ce que c'est possible d'être aussi militant, entre guillemets, ou alors d'avoir, entre guillemets, une couleur politique qui est plus ou moins sûre et connue. Et ben, moi, je sais pas, par exemple, je suis en stage chez CKOT, ce que je découvre, moi, je suis française. Et je trouve quand même qu'il y a des journalistes qui sont bons et il y a vraiment du bon travail qui est fait. Mais quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement politique qui sont pris. Moi, je trouve quand même qu'on entend un contenu qui est plus ou moins placé sur un échiquier politique. Et parfois, je me demande si c'est normal, et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'on connaît tous des journalistes dont on connaît l'opinion politique. Et du coup, voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je n'ai pas forcément d'avis, hein, je donne pas mon opinion, je voudrais avoir le vôtre en fait. Parfait. Ok, on va désenrouler ça, Mabel. Ah oui. Parce que autrement, on va faire tomber ça. Allez-y, veux-tu répondre à ça comme vieux?
et l'éléphant dans la pièce ou la patate chaude ou... C'est une question difficile, c'est clair. Pour moi, je ne trouve pas qu'il y a ce problème nécessairement d'être journaliste et aussi d'avoir des engagements publics politiques. Je pense que c'est difficile, mais ça démontre qui nous sommes. On a tous nos engagements politiques, privés ou publics, documents les avertissent. Alors, je pense que ça se rend difficile, mais je pense aussi que c'est honnête. Je pense aussi que que c'est important d'au moins se discuter et ne pas nécessairement dire que tous les journalistes qui s'affichent avec un engagement politique publiquement ne le font pas nécessairement d'une bonne manière. Je ne dis pas qu'on dit ça, mais c'est souvent ça l'argument qu'il faut être strictement retiré de... Ouais, c'est ça. Alors qu'on sait... Non, moi je pense tout à fait le contraire. Je pense que évidemment les journalistes, sont hyper ancrés dans leur société, donc par définition sont renseignés, donc ont beaucoup d'opinions. Je suis sûre que Pierre Salmani se présente beaucoup d'opinions dans la vie, moi aussi, mais c'est quelque chose de l'intime. C'est quelque chose de l'intime. J'ai des opinions politiques, j'ai des préférences politiques, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'intime, parce que dans la mesure où je veux témoigner de ce qui se passe, il faut que je me garde une petite gêne. Tu peux pas être engagé politiquement, tu peux pas aller manifester un jour et le lendemain commenter sur la manifestation. C'est pas possible. Parfait. Monsieur a demandé, monsieur derrière, ça va être les deux prochains. Faites ça rapidement. Mon nom est Denis McCready, je suis producteur de documentaire. Moi, ce qui me hérisse le plus souvent quand j'entends des journalistes, c'est la question qui n'est pas posée. OK. Et je ne suis pas journaliste, et je ne suis pas expert en quoi que ce soit. Mais quand, par exemple, j'entends le directeur de la police, et j'ai pas vu ton reportage, donc en ignorance de ce document-là, mais quand j'entends le directeur de la police être cité disant, à propos de la manifestation de vendredi, qu'il n'y a pas de droit de manifester, je me dis, comment ça se fait qu'on lui a pas posé la question, monsieur, la Charte canadienne protège le droit de manifester, êtes-vous en train de dire qu'elle n'existe plus à Montréal? C'est ça la question, le journaliste qui met le doigt sur le bobo. Et donc, je me pose souvent la question sur la compétence des journalistes. Et en ce sens-là, comme journaliste, si quelqu'un décide d'être journaliste indépendant, il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'il a la compétence pour traiter d'un sujet? Hein? Donc, c'est pas juste d'être indépendant, c'est-à-dire au sujet, il faut être capable. Pour ou contre les éoliennes, ben moi j'ai fait un documentaire sur l'électricité, j'en sais un petit peu. La question qu'on oublie toujours de poser, c'est où l'éolienne? Les éoliennes ne naissent pas toutes égaux. Hein? Donc, c'est-à-dire que dans le Grand Nord du Québec, c'est différent que dans la Cour des Champs. Alors, je pose cette question de la compétence des journalistes, puis pourquoi personne n'a pas questionné le chef de la police qui niait, dans le fond, la Charte canadienne? Qu'on avait le droit de manifester. Parce que les journalistes manquent de plume, c'est tout ça le temps. Oui, mais ça, bon point. La règle de... Voulez-vous répondre quelqu'un à ça? Moïse? Compétence. Oui, parfait. Moïse? On vient aussi sur, je revenais sur l'engagement politique, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense que la notion d'engagement ne devrait pas être seulement prise en termes de politique ou d'alignement partisan. C'est aussi un engagement au niveau humain, de proximité avec les gens avec lesquels on travaille, et parfois de distance, quand la distance est nécessaire. Quand on voit qu'on est en train de se faire manipuler, quand on est en train de se faire fournir un discours préemballé, prédigéré, à ce moment-là, peut-être que le devoir du journaliste devrait être de prendre une certaine distance et de là faire encore plus usage de son sens critique qu'il le fait normalement. Puis quand il fait face à des gens qui sont fragilisés, qui sont pas en position de pouvoir, qui sont en position où ils subissent des choses, et là, c'est plutôt mettre un accent sur la proximité, se rapprocher, puis essayer de poser des questions, toujours avec le sens critique, qui ne sont pas posées habituellement, puis de révéler des choses qui ne sont pas montrées habituellement. Puis disons que quand on parle de police et de manifestation, ben ça donne que c'est un petit peu la spécialité que je me suis développée dans la dernière année. On parle d'indépendance, ça implique aussi qu'il y a une certaine interdépendance, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les relationnistes de presse qui, en fin de manif, donnent des informations factuelles, s'il n'y a aucun journaliste qui vient les voir, ils vont stresser. Ils vont les chercher, les journalistes.
Parce que c'est leur job de communiquer ces chiffres-là des journalistes. Parce qu'ils ont un rôle dans l'engrenage qui est de prendre la version officielle et de la communiquer à un journaliste pour que ça devienne un fait journalistique. Les relationnistes de presse sont interdépendants, ils dépendent des journalistes pour faire valoir leur version. Ça fait partie d'un système. Seulement rapporter ces faits-là, pas nécessairement à chaque fois, mais sans jamais souligner le rôle que les relationnistes de presse jouent, sans jamais dire à ce moment le relationniste s'est approché de moi avec l'air insistant. Il a répété plusieurs fois le chiffre qu'il m'a dit, et donc voici le chiffre qu'il m'a dit. Mais ça s'est passé dans ces circonstances-là, à la fin de tel événement. Ça, je trouve que j'aimerais ça le voir plus souvent dans le journalisme indépendant, alternatif et professionnel, de mettre en lumière les mécanismes de production de la nouvelle. Moi, j'ai déjà fait ça une fois avec Marguerite Blais, avait fait une conférence de presse le dimanche après-midi. Puis j'avais demandé au caméraman de se placer derrière les autres médias. J'avais commencé le reportage en disant on annonce ça, puis c'était complètement insignifiant. Parce que c'est le dimanche après-midi et qu'il n'y a rien à mettre dans la machine, tous les médias de Montréal sont là. Mais tu sais, c'est extrêmement rare que tu as le temps ou le guts ou des patrons assez compréhensifs pour dire ah oui, c'est une bonne idée de faire ça. Mais bon, ça arrive quand on fait. Pierre Bourgault, dont un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui était prof à l'UQAM, avait cette phrase extraordinaire. Il disait « La pire censure, c'est l'autocensure. Et la corde qu'on nous donne comme journaliste, on ne la prend pas au complet, très souvent. » Moi, je vais être très subjectif ici, au sujet de la manifestation du 15. Je réponds pas vraiment à ta question, je raconte un peu une façon dont je la couvrais pas, là, je n'étais pas sur le terrain. Je suis allé récemment à une manifestation où ça commençait à barder et j'étais par hasard là et j'ai vu les policiers courir, passer en auto sur la piste cyclable à sens inverse et je les regardais faire et mon impression subjective c'était que c'était des petits jeunes de 15 ans qui jouaient au cowboy. Ils avaient envie de... Tu sentais qu'ils s'amusaient. Sauf que dans la manifestation du 15 mars, beaucoup de manifestants, je dirais pas tous, mais j'ai l'impression que c'était la majorité, jouait aussi au cowboy. Cette manifestation contre la violence policière, elle existe chaque année depuis 15 ans, 20 ans, et chaque année, il y a des cowboys, des parties d'autres, qui viennent là. On va jouer à faire choquer un policier, puis le policier il vient jouer à matraquer un manifestant. C'est une manifestation qui, à mes yeux, n'a eu aucune raison d'être, qui est une farce à la démocratie, où des casseurs viennent s'amuser contre les policiers et des policiers viennent s'entraîner contre des casseurs. Michel Ouimet a dit ça dans la presse cette année, et j'ai trouvé ça brillant, parce que c'est exactement l'expérience subjective que j'avais eue. Là, je ne parle pas de journaliste, quand je suis journaliste sur le terrain et que j'assiste à ça, qu'est-ce que je fais? Si mon impression, c'est qu'on a de part et d'autre des gens qui se moquent du système et qui veulent juste jouer, quelque part, j'ai le devoir de le dire. Et donc, cette manifestation-là du 15 mars, oui, la police a fait des arrestations avant que la manifestation commence, parce qu'il y avait des casseurs qui avaient commencé avant que la manifestation commence, parce que c'est une farce. C'est une farce. Okay. Alors, il faut le dire. On a compris. Alors, monsieur là-bas, excusez-moi, je suis peut-être pas à la gauche. Ici, j'arrête 2 questions qui viennent d'Internet. 2 questions qui viennent d'Internet, je les prends tout de suite après. Alors, monsieur, puis les 2 premiers. Et bonjour, moi je m'appelle David. Ma question s'adresse sur toi, monsieur Sormani. Moi, je suis un consommateur de journalisme. Comme la majorité des gens ici, je m'intéresse surtout au journalisme économique. Puis, c'est une question d'ordre sémantique, c'est-à-dire, moi, je lis souvent des choses comme tel projet ou telle aventure économique était un gouffre financier. Puis, à chaque fois, je me demande, OK, un gouffre financier, est-ce que c'est 5% de dépassement de coûts? Est-ce que c'est 10, 15, 20, 30%? Donc, je me demandais, quand vous vous adressez à vos étudiants ou quand vous corrigez des travaux, du lyrisme comme ça, qui n'est pas tout à fait clair, qui est comme un flou sémantique, est-ce que vous le
constaté davantage, c'est des étudiants qui semblent se diriger vers le journalisme indépendant ou des étudiants qui semblent se diriger davantage quand ils ne sont pas en train de boycotter leur cours. Quand je reçois ce genre de phrase, je pose les mêmes questions que vous. Cliché. Donnez des faits. Commentez-les pas. Combien? OK. Pour monsieur là-bas, s'il vous plaît. Mais c'est un défaut général. Je suis d'accord. Oui. Allô, moi c'est Non, vous avez le droit de vous tenir debout, mon ami. Il y a de la moi c'est Gabriel Piroir, photographe indépendant. Oui, et je demandais beaucoup parce que même, admettons qu'on fait abstraction de, comme tu parlais de la structure d'un article qui peut être moins objective, ou de l'article lui-même. On dit souvent, on va mettre le doigt où ça fait mal, mais sans vouloir être pessimiste, il y a beaucoup d'endroits où ça ferait mal de mettre le doigt. Est-ce qu'en choisir un, c'est pas déjà être engagé vers ce sujet-là? Comment est-ce qu'on choisit le reportage qu'on fait? Surtout si on est beaucoup d'indépendants ici, c'est pas des gens qui ont forcément un patron qui va leur dire « va couvrir ça ». Ça va être « j'ai envie de parler de ce sujet-là ». Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme d'engagement en soi? Bien sûr. OK. C'est bon. Émilie, tu veux répondre rapidement, puis je vais aller sur. Alors, tranche de vie, à un moment donné, j'ai un ami qui on choisit, les histoires nous choisissent. Puis après ça, on choisit de fouiller des histoires. Évidemment, ça, c'est un engagement. J'ai un ami qui me dit, qui est dans la construction, qui me dit, il y a un maire sur la Rive-Nord qui veut que je lui donne un condo en échange d'un permis de construction. Et c'est pas normal, c'est dans une société démocratique. Bonne histoire, je fouille. Ça a duré longtemps, ça a donné masse-couche, plusieurs chefs d'accusation, bref. Oui, c'est une forme d'engagement, de choisir son sujet, de dire je vais dénoncer telle affaire. Je vais passer 90 heures par semaine pendant plusieurs mois à essayer de faire sortir, de mettre au jour ça. Parce que je trouve que ça mérite d'être dans la lumière et donc d'être lessivé. Oui, c'est ça l'engagement, de choisir des sujets qui nous tiennent à cœur. Merci, monsieur. Alors, les deux questions des... OK. La toute première question, il faut reculer quasiment 1 heure dans le temps dans la définition du journalisme. Est-ce que quelqu'un qui tente d'informer les gens sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité peut être considéré comme un journaliste indépendant? J'aimerais que vous répondiez à ça. Parce que vous apportez, dans ce que j'ai lu sur vous, la dimension du journalisme citoyen. Et j'aimerais ça savoir si vous avez là-dessus des observations à faire, parce que c'est un peu ça. Moi, je ne fais, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe par rapport à moi-même, mais je ne fais jamais valoir le journalisme citoyen. C'est pas quelque chose duquel je me réclame. J'ai pas lu ça, moi, quelque part. Non? OK, bon, excusez-moi. Peut-être que j'ai écrit des choses que je les ai oubliées. L'information citoyenne, c'est une chose, c'est ce que les gens font depuis longtemps, s'informer entre eux. Que ça passe par le téléphone, le courriel, les discussions, ou les réseaux sociaux virtuels. La différence, c'est la portée, peut-être, la rapidité. Puis la portée, c'est... donc par la portée, on peut mesurer l'impact aussi. Donc, est-ce que quelqu'un qui diffuse beaucoup d'informations sur Facebook est un journaliste citoyen parce qu'il diffuse beaucoup d'informations sur Facebook? Non. Il diffuse beaucoup d'informations sur Facebook. Mais on peut faire du journalisme indépendant à travers les médias sociaux. Moi, je me sers énormément de Facebook. Facebook se sert de moi aussi. Ça m'a été très utile dans la dernière année pour documenter des faits, des éléments qui l'étaient pas dans les grands médias, pour communiquer aussi des informations qui circulaient pas dans les grands médias, pour communiquer une version alternative de ce qui circulait dans les grands médias, parfois pour communiquer la même chose qui circulait dans les grands médias, mais par des canaux différents, en touchant des gens, puis en ayant peut-être souvent un feedback des personnes concernées. Moi, je viens du background de l'anthropologie. En anthropologie, on se préoccupe toujours de la population, d'avoir la population qu'on étudie ou de laquelle on parle, d'avoir un contact de proximité avec cette population-là. Je me considère pas être en position de travailler puis de parler d'événements, de manifestations ou de choses comme ça sans être en contact avec les gens qui ont manifesté. Un des dossiers qui m'a amené, je sais un petit peu, mais un des dossiers qui m'a amené, moi, à faire de plus en plus d'informations dans la dernière année, c'est l'émeute de Victoriaville. Ce jeudi, on va apprendre à enquête qu'après l'émeute de Victoriaville, les policiers de la SQ ont menti.
C'est fun, mais sur Facebook, les gens le savent depuis longtemps. Puis Radio-Canada va nous révéler des choses que les gens qui s'informent dans les médias alternatifs, dans Facebook ou dans certaines connexions, ont déjà analysé de long et en large, et en fait, on produit cette analyse-là par leurs interactions sur Facebook. Est-ce que c'est du journalisme? C'est pas important. L'information est là. Mais moi, j'aimerais répondre à ça parce que c'est au cœur. Quand j'étais à la Fédération sur la définition de journaliste, c'était vraiment au cœur. Nous, quand je dis nous, c'était surtout Richard Bousquet et moi, on essayait de définir un journaliste par son acte. Et donc, effectivement, quelqu'un qui ferait de l'information pour le grand public dans un média social serait journaliste. Et effectivement, la Fédération avait beaucoup peur qu'une définition comme celle-là fasse tomber toutes les balises. N'importe qui a un site Internet pourrait s'affirmer journaliste et eux préféraient définir de manière traditionnelle par média. Et effectivement, moi je pense que la réponse c'est oui. C'est pas vrai que tous les gens qui font de l'information sur Facebook sont des journalistes, en ce sens que il y a plein de gens qui mettent leurs états d'âme et leur vie privée sur Facebook et qui disent n'importe quoi. Et dès que tu fais une démarche de quête d'information, oui, tu peux la faire sur Facebook. Et j'en aurais une deuxième, elle me concerne un peu. 99% média est un cas de figure intéressant en lui-même. Un média citoyen qui ne prétend pas faire du journalisme, mais qui finit par être considéré comme une excellente source d'information. Le cas de dérive en témoigne. Est-ce que ça... à ce stade-là, est-ce que ça en est du journalisme aussi? Est-ce que vous connaissez cette plateforme-là, ce média-là? 99média.org. Ah, 99. non. Moi, je ne le connais pas. Ok, ben en fait, nous sommes en direct avec eux ce soir. Oui. C'est eux, et je pense que c'est CUTV qui sont à côté des autres pour nous filmer ce soir aussi pour faire une capsule. Ben, je pense que c'est parce que les gens se définissent aussi quand même eux-mêmes de s'ils sont journalistes ou non. Je me demanderais, en fait, si 99.org se pense eux-mêmes d'être journalistes. Je ne suis pas certain, je ne sais pas. Rapporter des choses en direct sans nécessairement faire du montage, du coupage, de changer. Je pense que c'est de l'information importante. Je pense qu'on pourrait dire que c'est le journalisme. Mais je pense que c'est juste une forme et que souvent le journalisme va beaucoup plus loin. Et je pense pas que de faire du streaming en direct, c'est par défaut du journalisme. Mais je pense que c'est l'idée de chercher des enjeux, de vouloir promouvoir de l'information importante au débat public qui fait que faire le streaming en direct, c'est le journalisme. Comme ce soir, je pense que c'est excellent qu'on est live sur Internet. Est-ce que c'est du journalisme de nous mettre en direct? Peut-être oui, peut-être pas nécessairement, mais c'est des informations qu'on partage. Alors je pense que ça vient aussi de notre motivation de partager cette information aussi. C'est ça. C'est du débat public, mais c'est pas du journalisme comme tel. C'est de l'échange de l'information, de réflexion. Il y avait quelqu'un dans ce coin-ci, c'était vous? Oui, allez-y, avez-vous? Voilà, je peux parler fort aussi, il n'y a pas de problème. Allez-y donc. Justement, par rapport à ce documentaire, moi j'ai l'impression que peut-être monsieur l'a déjà vu. Alors, prenez le micro, approchez-vous, faites attention au verre. Donc oui, le documentaire Dérive, j'avais l'impression que c'était encore trop chaud pour faire un documentaire sur un événement comme ça, parce que tout à l'heure vous me disiez qu'on ne peut pas vraiment parler d'une manifestation le lendemain de l'événement même. Vous pensez pas que ça serait mieux justement d'attendre pour ce genre de documentaire peut-être 1 ou 2 années que ça passe, histoire de prendre à froid tout ce qui s'est passé, que ce soit du côté des manifestants, des policiers, des habitants, des citoyens en général? Ben, c'est lui qui a fait des... Non, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le groupe qui a fait. Moïse a quelque chose à dire. Parce qu'ils veulent une enquête. Je pense que si on demandait aux citoyens concernés d'attendre 2 ou 3 ans avant de documenter ce qui se passe, on devrait aussi demander à certains chroniqueurs de se fermer pendant au moins quelques heures après les événements, prendre le temps de réfléchir un petit peu. Clairement, la démarche documentaire n'est pas la même démarche que le journaliste d'actualité.
ça peut se rejoindre par certains moments, mais dès le départ, le documentaire s'affirme comme étant engagé, comme étant ayant un point de vue d'auteur, comme voulant montrer certaines choses et pas nécessairement cacher d'autres, mais se concentrer sur certaines. Le journalisme, généralement, n'a pas cette approche-là. Le journalisme essaie de montrer tout, devoir de le communiquer le plus rapidement possible au public, dès que c'est vérifié et confirmé, ce qui, parfois, dans la rapidité d'Internet, peut provoquer des situations un peu catastrophiques ou des rumeurs qui partent très vite et tout ça. Est-ce qu'on devrait attendre 2 ans avant de parler des transformations critiques et inquiétantes qui se passent en maintien de l'ordre en ce moment au Québec? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut en parler puis l'analyser. Pas nécessairement à chaud au moment où on se fait frapper avec un bouclier, mais au moins le plus rapidement possible parce que ces situations-là sont en train de provoquer quelque chose. C'est un exemple, on parle encore de police, on pourrait parler de plein d'autres choses en termes d'environnement. Est-ce qu'on va attendre 2 ans après qu'un projet de barrage soit concrétisé pour l'analyser? Je pense pas. Est-ce qu'on va attendre que le CHUM soit construit pour critiquer certains de ces aspects? Non. Ma question était spécifiquement pour ce documentaire-là, pas pour d'autres sujets. C'est vrai qu'il y a d'autres sujets, comme l'écologie, où il faut vraiment le faire sur le moment, sinon c'est trop tard. Directement répondre, je crois qu'une des volontés du groupe 99 Médias, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, puis d'être, je pense, un des premiers à écrire un texte sur le documentaire. C'était une nécessité de répondre au discours médiatique qui avait été répété et qui avait complètement obnubilé, pas complètement, mais qui avait massivement obnubilé la violence subie par des personnes, par des individus, jour après jour, semaine après semaine, pendant les manifestations. Donc, de remettre tout ça ensemble pour rappeler et pour remontrer, avec une perspective un peu plus globale, les dérives de l'institution policière dans le contexte de la grève étudiante. Donc, c'était un contrepoids au discours médiatique précédent. Je le sais que vous voulez reparler, j'essaie d'aller vers des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion. Il y avait monsieur au fond, il y a madame. Approchez-vous, dépêchez-vous. Bonjour, moi c'est Alexandre. J'ai eu la chance de travailler pour un quotidien indépendant au Québec en environnement. Il n'y en a pas 12 de quotidiens indépendants. Pour une fois, je vais être d'accord avec Émilie. Alors, vous êtes au devoir? Oui, je suis au devoir, effectivement. Bonne réponse. Donc, en fait, c'est vrai que le rôle des journalistes, c'est plus un commentaire sur la question. Notre rôle, c'est pas d'évangéliser, effectivement, de dire aux gens quoi penser, vers quoi se diriger, tout ça. Mais dans le cas de la couverture, qui est un événement, souvent des événements extrêmes, des manifestations étudiantes, ou quoi que ce soit, du printemps dernier, c'est un événement, une crise sociale réelle, pas nécessairement derrière nous, là, mais qui était réel. Et le travail journalistique, souvent dans ces cas-là, ça va être davantage de rendre compte de cet événement-là, mais souvent c'est fait avec une certaine paresse. Il y a des recrues journalistiques qu'on voyait chez nous, mais ailleurs aussi, qui disaient « Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe, je ne m'intéresse pas aux événements qui se passent, donc dehors, dans la rue. » Pas nécessairement pour prendre position, mais s'y intéresser en tant qu'événement journalistique, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux c'est quoi une manifestation, c'est quoi les dynamiques des manifestations. Quand il y a une manifestation de 50 000 personnes, pas parce qu'il y a une ville qui est brisée que la manifestation a dégénéré. Donc, en bout de ligne, dans le choix des mots. Le problème, je me suis fait répondre ça souvent au printemps dernier. J'ai dit, écoutez, c'est important. Quand une ville qui est brisée, parce qu'il y a 50 000 personnes, j'exagère peut-être, mais les manifs nocturnes, disons 5 000 personnes le soir, et je disais, si une ville de brisée ou une poubelle de renversée, ça veut dire que la manifestation a dégénéré. On m'a répondu, des jeunes journalistes m'ont répondu souvent, ah, mais c'est juste des mots. Mais on est en presse écrite, là, le choix des mots, le poids des mots, c'est tout. Là. On m'a vraiment dit ça. Là. Donc, dans ce cas-là, c'est une forme de paresse intellectuelle. Le problème, c'est qu'on nous évangélise dès notre entrée à l'université en nous disant « Vous êtes les chiens de garde de la démocratie », ce qui n'est pas une mince affaire quand même, là, à se faire dire qu'en de 20 ans, qu'on ne sait même pas si on va être journaliste ou si un jour on va avoir un travail là-dedans. Et les gens intériorisent ça. Ils ont l'impression d'être rendus quelque chose, donc d'être devenus journalistes avant même d'avoir commencé un semblant de formation, un semblant d'expérience dans ce domaine-là. Donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup de paresse intellectuelle, mais aussi beaucoup de biais qui sont inculqués en quelque sorte, évangélisés aux étudiants en journalisme, de dire vous êtes objectifs, vous êtes les chiens de garde de la démocratie, et vous êtes déjà Albert Londres, avant même d'avoir commencé à écrire un livre qui a de l'allure. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une madame dans ce coin-ci, madame là-bas, et il y a mademoiselle aussi. Allez-y, venez toutes les deux pour vous rapprocher des micros, parce que les tuiles sont pas là. Allez-y. Oui, bonjour, mon nom est Daphné, je fais mes débuts aussi dans le métier. J'ai fait une petite année à la pige, un peu partout, et puis là, je me prépare à être dans une entreprise de presse. Donc, bref, peu importe. Moi, j'ai deux questions.
à deux temps. Premièrement, c'est une réflexion par rapport aux commentaires d'Émilie, par rapport au fait d'être engagé publiquement, qu'on a dit, qui sont faire du journalisme d'information, également, on garde ça dans l'intimité. Rapidement, juste un petit commentaire. J'étais justement, lorsque j'ai fait ma maîtrise en journalisme à New York, on est allé visiter le New York Times ou Associated Press, peut-être que ma collègue va pas s'en rappeler, et les journalistes nous ont expliqué comment ils avaient couvert les résultats de l'élection d'Obama et que tout le monde était resté silencieux au moment où le gagnant avait été nommé parce qu'ils n'ont pas le droit. Même s'ils se connaissent depuis maintenant, ils n'ont pas le droit de se dire quelles sont leurs couleurs politiques. Et ça m'a marqué parce que, bien sûr, j'ai des opinions. J'ai étudié en Sciences Po à l'UQAM. Bref, j'ai quelques couleurs, mais je crois en un journalisme d'information et j'essaye d'avoir cette grille d'analyse, comme vous dites, mais de l'éloigner le plus possible de mes perceptions. Mais je veux dire, j'ai des couleurs dans tous les cas. Donc, est-ce que vraiment le fait de manifester un jour et le lendemain de faire un article, ça change vraiment quelque chose? Absolument. C'est absolument antinomique, surtout que l'activité de manifester est publique. Si, mettons, prenons quelque chose d'anodin. Si on décide, si mon merveilleux maire de mon arrondissement décide de changer le sens de ma rue. On sent qu'elle habite le plateau. Et que ça n'a pas de bon sens, puis ça bouleverse l'écosystème de ma rue dans le plateau et que je vais manifester avec mes voisins. Mais le lendemain, je suis affectée à la couverture du conseil municipal de ce même arrondissement. Que publiquement, j'ai pris position contre cette personne-là. Quelle crédibilité ai-je, moi, pour décrire ce qui s'est passé au conseil d'arrondissement? Alors, bien sûr que on a des opinions, c'est ça que je disais, c'est sûr. Puis en plus, je dirais qu'on a plus d'opinions que la moyenne des ours. Parce qu'on est bien renseignés. Mais on garde ça pour les soupers de famille puis les soupers d'amis. Juste pour la crédibilité. Moi, je serais peut-être un peu dissident là-dessus, puis je l'ai déjà été dans le passé. Dans la mesure où beaucoup de journalistes ont des opinions très fortes et que ça colore leur analyse, il suffit de comparer les couvertures des différents journaux pour deviner à travers leurs couvertures, leurs idées politiques. Et donc, à un moment donné, la question, est-ce qu'il serait mieux de l'affirmer? Est-ce qu'il serait mieux de dire en premier paragraphe « Je suis libéral et voici ce que j'en pense », au lieu de ne pas le dire et de dire exactement la même chose dans le contenu? Des fois, je me dis, ce devoir de réserve, à partir du moment où leur grille politique teinte leur écrit, ça serait peut-être plus honnête de l'affirmer. Première chose. Et deuxièmement, si tu pousses le devoir de réserve jusqu'à sa limite, je dirais même pas absurde, parce que j'ai rencontré des journalistes qui professaient ça, de se dire « je me refuse d'avoir des opinions ». Et j'ai rencontré un journaliste qui se vantait de n'avoir pas voté à une élection depuis plus de 20 ans parce qu'il refusait de s'engager émotivement pour un parti ou pour une autre. Ça amène aussi un cynisme dans le traitement de la chose politique parce que tu juges la bataille politique comme une bataille, comme un combat de boxe entre Jean-Pascal et Bidet, et tu cesses de t'intéresser aux enjeux réels parce que tu as volontairement coupé ton émotion de ça. Moi, personnellement, je trouve que l'ascèse du non-engagement a aussi beaucoup de risques. Merci. Et cette question, c'est surtout pour ceux qui se disent de... je m'appelle Carla. C'est surtout pour ceux qui se disent de faire du journalisme militant à leur team, et peut-être vous aussi. Je me demande si vous préoccupez du fait que ça peut être que les gens qui lisent ou qui écoutent le journalisme militant, c'est des gens qui sont déjà convaincus que c'est un peu, en anglais on dit, je sais pas si ça existe en français, mais en anglais, voilà, fraîcheur converti. Bonne question. C'est pour ça que je considère que je n'essaye pas de convaincre dans les actes journalistiques que je produis. Mon souci, généralement, c'est soit de restituer une réalité en la représentant le plus fidèlement possible, parce que je fais davantage avec le film,
ou de fouiller, gratter, aller en profondeur et apporter des nouvelles informations, documenter. C'est pour ça que je me décris comme documentariste, je documente la réalité. Je vais le faire de façon orientée, évidemment, et ça, ben, je pense que c'est connu, puis quelqu'un qui aborderait mes productions et qui s'en rendrait pas compte, il comprendrait peut-être pas grand-chose dans l'ensemble du texte de toute façon. Donc, ça veut dire, pour répondre à la question de madame, que même si le public qui va sur votre site ou sur votre Facebook pour lire vos articles, vous suit, vous aime déjà, et pourrait être convaincu d'un certain nombre de vos préceptes, mettons, je sais pas, humanistes ou autres, peuvent en apprendre. Vous pouvez même les étonner par rapport au fait que vous allez... J'espère, et si effectivement quelqu'un en vient à répéter les mêmes choses à des gens qui le savent déjà, c'est du prosélytisme, c'est de la discussion entre amis, c'est pas un acte d'information, c'est pas un acte de journalisme. Ok, Tim, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Je suis vraiment, pour la plupart, en ligne avec Moïse. Je pense qu'une des choses aussi qui est un défi dans le journalisme en général, je pense, mais dans le journalisme engagé, c'est aussi de ne pas de penser aux autres audiences. C'est pour penser à pour qui on écrit. Tous les médias ont leur audience en tête. Je trouve des fois dans les milieux engagés, des fois on fait cette erreur de seulement, des fois même juste parler aux gens qui sont déjà convaincus. Il faut éviter ça. Et je pense que c'est pour ça, comme je disais tantôt, de se questionner soi-même de comment on parle des sujets en cours si on est engagé dans ce sujet. C'est important parce que l'idée, ce n'est pas de juste parler à nous-mêmes, mais c'est de parler à le plus grand nombre de gens et de relayer de l'information qui est vraiment importante et qui puisse les aider à faire des décisions. Et je pense aussi que ça touche très clairement la question de tantôt à propos des sources. Parce que je pense que quand on pense à nos audiences et l'information qu'on donne, qu'on faut vraiment penser à qui on prend ces informations, à qui on les prenne, et avec qui on les partage. Et si on pense de seulement d'un côté ou l'autre, on perd le jeu un peu. Et je pense que pour les journalistes engagés, on a un peu l'avantage d'être peut-être plus proche des gens dans le milieu communautaire, dans le militantisme, pour avoir ces opinions et pas seulement les opinions des relationnistes de presse. Je vais prendre 5 minutes, alors je vais prendre 3... Oh mon Dieu. Micro, OK? Parce que c'est vraiment par rapport à ce que OK. Je viens de dire. Il y a une situation présentement qui est, à mon sens, très grave. J'exprime ici une opinion. C'est qu'il y a des citoyens qui ont partagé avec Radio-Canada leurs sources vidéo. Et la Cour supérieure a tranché cette semaine que ces citoyens n'avaient pas reçu de garantie de protection de leurs sources et que Radio-Canada devait remettre au SPVM copie de leurs vidéos. Et ça soulève deux questions. Ça soulève le privilège de la protection journalistique. Donc là, la Cour supérieure vient de trancher que il existe deux types de journalisme, le journalisme protégé et le journalisme non protégé. Et ça aussi amène la question de l'auto-incrimination. Et à mon sens, un journaliste indépendant est coincé avec cette notion, suis-je protégé? Et aux États-Unis, il y a une jurisprudence que le documentaire n'est pas un acte journalistique parce que le journaliste du film Crude a été forcé de rendre ses bandes vidéo à une cour qui analysait la requête de l'Équateur contre Chevron, inversant la protection du premier amendement américain. Et donc, aux documentaristes de prouver qu'ils posent un geste journalistique pour obtenir une protection. Et moi, cette décision de la Cour, dans le cas de Radio-Canada SPVM, elle m'a glacé le sang. Vous voulez une réaction Ça là-dessus? m'intrigue par rapport à ça, parce que justement, en tant que journaliste indépendant, comment on protège ses sources? OK. Alors, Pierre, Moi, je trouve que tu as tout à fait raison, effectivement, et ça pose toute la question de la protection des sources journalistiques. À partir du moment où ce document-là a été remis à un média, à mon avis, on aurait dû l'aider en c'est clair, les gens de Radio-Canada aussi là-dessus. Mais la Cour a tranché que Radio-Canada n'avait pas cette protection. Oui, d'accord. Non, alors, qui est en défaut ici? Est-ce que c'est Radio-Canada ou est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est la Cour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où...
Oui, non, c'est ça, mais à partir du moment où Radio-Canada diffuse ça comme un média, à mon avis, la source devrait être considérée comme Radio-Canada. Mais voir aller en Cour suprême. T'enquêtes des sources. Oui. Mais ça, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus, puis c'est pas un jugement de valeur, c'est que comme moi j'ai déjà sorti comme journaliste indépendante à la pige, une grosse histoire où j'avais beaucoup de menaces de poursuites et où j'ai eu des mises en demeure et tout ça chez moi. Et la grosse différence, c'est quand tu travailles pour une grosse machine, qu'il y a des avocats et les avocats, ben, il y a un contentieux pour toi. C'est pas toi qui paye, là. Non, c'est sûr. C'est pas toi qui paye 350 Mais dans ce cas-ci, les citoyens sont à risque par une décision de la Cour. C'est très, très dur comme journaliste indépendant, tout cet aspect légal de la vie. Épeurant. Monsieur, et on va terminer avec ça rapidement. Question Human Interest peut-être pour Mme Duforel. Vous aviez travaillé pour des médias traditionnels, vous travaillez à la pige. Est-ce que vous avez le sentiment que les portes sont plus facilement ouvertes lorsque vous pouvez dire bonjour, je suis journaliste pour Radio-Canada, ou lorsque vous faites quelque chose pour un média, vous ne savez pas encore à qui le vendre, vous avez simplement un journaliste indépendant? Maintenant, elle dit je suis Émilie Duforel, puis ça marche. Ça dépend de quel genre d'histoire. Ça dépend vraiment de quel genre d'histoire. Il y a des histoires que j'ai réussi à faire parce que j'étais une journaliste indépendante. Puis au contraire, les histoires où j'avais besoin du branding que j'ai utilisé, mais ça a été Chapelaine, ça a été la revue du Jardin botanique aussi. Je suis allée faire des trucs sur les végétaux au Brésil en voie de disparition parce que j'avais utilisé le nom du... Ah, c'est de l'opportunisme total. Selon les portes que tu veux ouvrir, tu utilises le sésame dans ton porte-clés. Alors, c'est une réponse à géométrie variable. D'accord, monsieur Landry. Oui, en fait, on se termine. Un certain nombre de problèmes graves dont j'ai pas de solution, vous me direz ce que vous en pensez. Un premier, moi j'étais ingénieur forestier, puis j'étais peut-être le premier qui a été voir Richard Desjardins et Robert Mondry pour faire quelque chose, parce que j'étais pas d'accord avec ce qui se faisait en foresterie. Alors, à la fin, le document n'est pas nécessairement celui que j'aurais fait, parce que j'aurais mis l'accent sur le fait que la forêt est publique, et donc le public, au niveau démocratique, doit avoir son mot à dire là-dedans. Mais en même temps, là, on voit un peu le problème, c'est que pour réussir à capter l'attention, il y a peut-être un petit peu trop de coupes à blanc. Il y a peut-être un petit peu trop l'impact visuel. Alors, au bout du compte, je suis peut-être d'accord avec 90% du document, donc faire quelque chose. C'est quoi? Faire quelque chose, ça c'est un des problèmes, c'est qu'il faut attirer le public, alors donc on essaie d'aller dans quelque chose d'un peu choc. Deuxièmement, un autre problème rapidement, c'est que les journalistes, je trouve que ça a été relativement bien traité. Suite à l'erreur boréale, on s'est intéressé à la forêt, mais les gens veulent environ 5-6 semaines. Après ça, c'est tombé. Et puis, dernier gros problème, et puis je reviens à ce que Mme Roy avait dit, quand c'est un gros morceau, comme le Watergate, là je prends le cas, en octobre 2001, je suis à New York, pas quand c'est arrivé les 2 tours, mais après. Et j'avais un voilier dans le sud, donc j'ai passé du temps là. Et il y a des trucs là-dedans que j'ai vus, qui n'est pas selon la version officielle. Et ici, j'ai rencontré un journaliste qui s'appelait Charles Tisser. Il me dit aussi, moi aussi, la version officielle, je trouve qu'il y a des choses qui... Mais j'ai pas le guts de sortir ça. J'ai pas le guts de sortir ça, puis j'ai pas le guts de demander à Radio-Canada un fonds pour qu'on aille avec des ingénieurs, puis tout ça, puis qu'on commence une enquête, de sorte que j'ai fait une émission à la découverte, courte, qui reprend un peu quelques trucs qui m'ont été envoyés des États-Unis, mais j'ai pas le guts de dire, il faut un budget et... Parce que ça prend du guts. Il y a une peur de se faire traiter de conspirationniste et patati patata. C'est un gros truc. Alors, comment aller quand c'est du domaine de Watergate ou du 11 septembre, il n'y a pas grand monde qui a le goût de ramasser ça. Bon, non, tout le monde a le goût de ramasser. Oui, il y a beaucoup, bien au contraire. Il y a beaucoup de journalistes. Un fantasme journalistique total,
tout le monde a aussi vraiment ça pour entreprise. Le 11 septembre, le programme montre que tu fais ça. En termes conspirationnistes. Ben, c'est-à-dire que moi, effectivement, j'étais à Découverte à l'époque dans mon parle Charles Tissère. J'étais le rédacteur en chef. On avait un journaliste qui aurait voulu qu'on fasse quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de faire quelque chose là-dessus. On n'avait absolument pas les moyens. On était très loin. Des années après, on n'avait pas accès aux données. Mais donc, c'est sûr que, ça aurait été peine perdue, j'aurais pas eu les moyens de le faire et pas les bons. Cela dit, on a quand même assez fouillé la chose pour se rendre compte que derrière les thèses, et on l'a fouillé quand même, Michel Rochon, d'une part, qui lui avait plutôt tendance à croire que la version officielle n'était pas vraie, Gilles Provost qui a fait une partie de la démarche, et on est arrivé à la conclusion que dans ce cas-là, la thèse officielle était infiniment plus plausible que la thèse des conspirationnistes. Et donc, là, tu me demandais d'investir énormément de ressources qui probablement seraient arrivées à la conclusion qu'il n'y avait pas de matière à enquête. À un moment donné, tu fais un choix en disant, on va mettre nos ressources ailleurs, là où on pense trouver les vraies affaires. Mais Tissère passe encore, c'est le officiel. Je ne sais pas si Tissère le passe encore, je prends la Écoutez, chers amis, on m'avait dit jusqu'à 9h. Il est 9h08, je crois. Non, 2. 8. Ah, c'est parce que j'ai toujours un peu d'avance. Gabriel, voulez-vous dire le mot de la fin? Moi, ce que je veux vous demander, c'est d'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup, c'était passionnant. À vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, merci effectivement à nos panélistes. Merci beaucoup, Mme Aymon, d'avoir animé avec brio cette table ronde extrêmement tous et vous toutes d'avoir été là ce soir. Vraiment, vous êtes invités à rester prendre un verre, manger encore si vous voulez, rester pour discuter. Je voudrais dire un merci particulier à tous les membres de Hublot qui sont là ce soir. On leur offre un endroit où travailler, mais c'est quand même vraiment cool de voir qu'ils participent à nos activités. Merci, membres de Hublot. Et si vous voulez devenir membre de Hublot, on est ici les trois, on a des belles cartes et on peut vous en dire plus et on a de l'espace et on cherche des amis. Donc voilà, ça c'est toute la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir été là, merci. Oui, c'est ça qui est Non, d'elle, je suis pas étonné. Moi, je pense que vous faites du très beau travail. Merci. Même si tu dis, on prend ton fil des fois, on explose. Je sais. Alors, c'est la fin de cette web diffusion de la table ronde sur le journalisme indépendant. Merci d'avoir été des nôtres sur 99media.org.